Notre invitée, du coup, ce mois-ci, c'est donc Camille. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Camille est militante antinucléaire et écologiste. Et elle est aussi documentariste radio avec Radio Radieuse, que vous pouvez écouter sur Zoom Écologie. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer avec un petit temps d'introduction théorique. Et après, Camille, tu pourras dérouler. Enfin, j'ai quelques questions pour toi. Alors, chez Organisez-vous, on s'intéresse beaucoup à la construction du pouvoir collectif ou du pouvoir relationnel, on appelle ça aussi. Donc, pas le pouvoir qui écrase et qui crée des dominations et des hiérarchies, mais celui qui va créer du lien, de la solidarité qui est ancrée dans le temps. Et pour créer ce pouvoir, ça passe par s'intéresser à comment est-ce que ce pouvoir il est partagé, quelles actions sont valorisées, qui réalise ces actions et comment elles sont réalisées. Et donc, pour creuser ces enjeux-là, je vous propose ce soir d'aller explorer l'invisibilisation des femmes et des rôles dans les luttes, et notamment les stratégies mises en place dans les luttes contre le nucléaire pour les revaloriser. Et le point de départ de cette réflexion, c'est que l'invisibilisation des femmes, et quand je dis femmes, c'est les personnes qui ont été socialisées, éduquées comme des femmes, donc cette invisibilisation, elle va aussi de pair avec l'invisibilisation des rôles que ces personnes ont joués dans les luttes. Parce que, comme on le verra et comme vous le savez sûrement, ces rôles peuvent être jugés peu importants, ne méritant pas d'être valorisés. Et donc, pour approfondir ça, je vous propose d'essayer de comprendre cette invisibilisation. Et là, de faire un pas de côté et d'aller voir un petit peu l'histoire. Qui est-ce qui écrit l'histoire? Comment est-ce qu'elle est écrite et par quel prisme? Parce que si les femmes, les mères au foyer, les lesbiennes, les ouvrières, les colonisées, les exilées ont toujours été présentes dans la trame de l'histoire, évidemment, elles n'ont pas été nécessairement dans le récit qui a été fait de cette histoire. Et l'histoire avec un grand H, pendant très longtemps, elle a été écrite par des hommes cisgenres blancs. Et donc, l'histoire, non seulement elle a été écrite par ces personnes-là, mais en plus, elle s'est longtemps centrée sur des récits de grands hommes, sur des récits de guerre, de règne, de gouvernement, qui se souciaient peu des personnes dites ordinaires et qui se souciaient peu aussi de tout ce qui allait toucher au privé, au quotidien. Par exemple, je pense que, vous savez peut-être que dans les programmes scolaires en France, les figures féminines, elles restent sous-représentées, de même que les personnes racisées, etc. Et en plus, elles sont souvent reléguées à des événements précis, par exemple le droit de vote, voilà, et aussi à des rôles stéréotypés et passifs. Et par exemple, il y a une historienne qui bosse pas mal dessus, qui s'appelle Michelle Zancarini-Fournel, et qui a écrit que les femmes ont toujours été dans les moments de révolte, sauf qu'on ne les voit pas, on ne les retient pas, hormis quelques images un peu caricaturales. Et du coup, voilà. Et du coup, on en vient à penser que si ces personnes sont peu présentes dans l'histoire des mouvements sociaux, au fond, c'est parce qu'elles ne se sont pas battues, tout simplement. Pourtant, il y a quantité de personnes qui se sont frayées des chemins dans le silence, et on peut vraiment se demander, mais où sont les lesbiennes, où sont les ouvrières, où sont les colonisées, où sont toutes celles qui ont pris les armes pour se battre dans les grands événements de l'histoire, sans rarement recevoir les honneurs. Et cette invisibilisation au niveau historique, elle est problématique parce qu'elle a des conséquences. Déjà, étant donné qu'on a l'impression que l'histoire des mouvements sociaux est dominée par des hommes blancs, ça véhicule des stéréotypes et des préjugés qui sont encore très présents. Par exemple, le fameux vouloir ses pouvoirs. S'il y a peu de femmes ou par exemple de personnes racisées en politique, c'est parce qu'elles ne le veulent pas. Et là, on ne prend pas en compte tous les obstacles structurels. Et on a l'impression que seuls les mecs seraient actifs dans l'histoire des luttes. Ça a aussi des conséquences sur nos imaginaires de lutte et aussi sur notre culture organisationnelle. Par exemple, le fait de ne pas s'intéresser aux luttes portées par des femmes, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à leurs revendications, on ne s'intéresse pas à la manière dont elles s'organisaient. Or, regarder ces luttes avec des lunettes qu'on va dire féministes, ça nous pousse à nous demander comment sont réparties les tâches dans nos groupes, entre les hommes, entre les femmes, entre les personnes racisées. Est-ce que toutes ces personnes, elles sont présentes? Si oui, à quel niveau?
On peut aussi se demander, mais quelles actions et quels comportements sont valorisés? Est-ce que faire à manger, c'est valorisé? Est-ce que prendre des notes, c'est valorisé? Quelles voix sont mises devant et sont écoutées? Qui prend les décisions? Comment est-ce que ces décisions, elles sont prises? Pourquoi est-ce que certaines stratégies sont mises en avant et d'autres non? Et donc, in fine, on retrouve la question du pouvoir et du partage du pouvoir. Comment est-ce que le pouvoir est compris, construit et réparti? Donc, à partir des années 70, il se passe plusieurs choses qui vont permettre de revaloriser à la fois ces personnes et ces rôles. Il y a le développement des mouvements de libération, mouvements de libération des femmes, des personnes racisées, des personnes immigrées, il y en a plein d'autres. Il y a aussi l'influence des études dites subalternes et de ce qu'on appelle l'historiographie populaire, notamment dans le monde anglo-saxon. Ces luttes et ces recherches, elles apportent des nouveaux questionnements. Qui sont les subalternes, les dominés? D'où est-ce que viennent ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ont à dire et comment est-ce qu'elles luttent? Et par exemple, dans le monde de la recherche, on arrête un petit peu de s'intéresser uniquement aux grands hommes de l'histoire et on s'intéresse à la parole de ces personnes-là, de celles et ceux qui vivent des dominations, que ce soit en raison de leur sexe, ou de leur genre, de leur couleur de peau, de leur origine, de leur orientation sexuelle, classe sociale, etc. On s'intéresse à l'histoire faite par le bas et tout à coup, on prend un peu en compte, enfin, on prend plus en compte en tout cas, les interactions entre dominants et dominés. Et donc, toutes ces questions, elles traversent les sciences sociales et humaines. Des colloques s'organisent, des livres sont publiés, et il s'agit vraiment de rendre visible ce qui était caché, raconter les multiples vécus des opprimés, leur résistance, et ainsi mieux comprendre la place des femmes, des lesbiennes, des ouvrières, des personnes racisées dans les systèmes de pouvoir, et aussi les rôles qu'elles ont joués. Ainsi, on n'est plus dans une représentation des femmes victimes, mais des femmes actives, sujets de l'histoire. Et on questionne aussi les intersections entre ces différentes oppressions. Et on cherche à expliquer à quoi est due cette invisibilisation. Patriarcat, racisme, quelle forme ça prend concrètement? Et on va explorer leur quotidien, la sphère privée, mais aussi les rôles qu'elles ont joués dans les luttes, dans les grèves, dans les combats et leurs revendications. Une autre chose intéressante, c'est qu'avec grâce plutôt à l'avènement du féminisme, se développe dans les années 80 aux États-Unis ce qu'on va appeler l'éthique du soin, notamment avec Carol Gilligan, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, pardon, et Joan Tronto. Et cette éthique, elle demande pourquoi certaines activités sociales qui touchent aux soins sont dévalorisées, en particulier quand ces activités, elles sont réalisées par des femmes et des personnes racisées. Donc, par exemple, le soin apporté aux personnes âgées, aux enfants ou aux gens de manière générale. Et cette éthique demande, mais est-ce qu'on n'est pas toutes et tous interdépendants et vulnérables? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective à prendre soin de nous, de nos proches, des êtres vivants, de la planète? Est-ce qu'il n'est pas temps de reconnaître ces actions et aussi de les valoriser? Ce qui implique peut-être, sûrement, de revoir les valeurs qu'on considère comme étant supérieures aux autres. Ainsi, progressivement, on revalorise la place, notamment des femmes, dans l'histoire des luttes, mais on s'intéresse aussi au rôle qu'elles ont joué ou alors au rôle qu'on leur a assigné. Et du coup, s'intéresser à ces questions-là, en fait, ça fait écho à nos pratiques actuelles. Ça vient juste après. Et du coup, pour creuser ces enjeux qu'on va explorer aujourd'hui avec Camille, on va aller voir notamment les actions contre le nucléaire qui ont été portées par des femmes et ou des actions féministes antinucléaires en France et en Angleterre. Pourquoi? En fait, c'est tout simplement l'occasion de mettre en lumière une lutte qui est peu connue mais qui est très puissante et qui est assez riche en enseignements sur ces questions-là. Et du coup, encore 3 minutes avant de discuter avec Camille pour vous faire quand même une petite mise en contexte des événements qu'elle va aborder. Je commence par préciser que le mouvement contre le nucléaire, il a une histoire immense et il continue d'être porté par quantité d'acteurs et d'actrices et que ces diverses luttes, elles ont chacune leur histoire. Et donc là, c'est juste quelques grands moments que Camille va aborder. Donc, je vous propose de revenir un petit peu à la deuxième partie du XXe siècle. On est en pleine guerre froide. C'est le développement de l'énergie nucléaire, à la fois au niveau militaire et au niveau civil, avec la prolifération des armes nucléaires dans le monde,
et aussi des programmes de recherche et d'expérimentation. Et par exemple, en France, en 1974, il y a le plan Mesmer qui est adopté suite à la crise pétrolière. Et ce plan, il vise à construire un grand nombre de centrales nucléaires en France au nom de l'indépendance énergétique. On est dans un contexte où le souvenir de la destruction de Hiroshima et Nagasaki par les bombes est encore très présent, renforcé par la catastrophe nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis, qui a lieu aussi en 1974. Et on est dans une période où il y a beaucoup de... Enfin, il y a de nombreux fronts de lutte qui se structurent et se développent et qui développent aussi une certaine sensibilité écologique et notamment liée aux enjeux nucléaires parce que c'est lié aux enjeux pour le mouvement pour la paix, etc. Donc ça, c'est un petit peu le contexte général. Et je vous propose très rapidement de voir 3 luttes dont Camille va parler. La première, c'est Plogoff. Alors là, on est en 1974 en France et il y a énormément de monde qui vont lutter contre l'installation d'une centrale nucléaire vers le village de Plogoff en Bretagne. C'est une lutte assez énorme qui va durer 7 ans et qui va mener à l'abandon du projet. Donc voilà. Ensuite, une deuxième lutte, on est un peu moins de 10 ans plus tard, en Angleterre. Et là, on a un mouvement féministe et pacifiste qui lutte contre le déploiement de l'arme nucléaire, qui installe pendant 20 ans un camp en mixité choisie, sans hommes cisgenres, sur la base militaire de Greenham Common. Et pareil, c'est une expérience, une lutte extrêmement riche. Enfin, le troisième la troisième lutte plutôt, c'est CIGEO en France. Donc là, on est en Meuse. Depuis 1994, beaucoup de collectifs d'habitants, d'associations, etc., luttent contre un projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, ce qui a donné lieu à quantité d'événements, de création de collectifs, etc., sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Voilà pour moi. Du coup, je vais laisser la parole à Camille. Je vais enlever ceci et je vais proposer, Camille, du coup, si tu peux un petit peu plus te présenter. Carrément. Déjà, merci Chloé et merci Organisez-vous pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir de venir partager ça et merci à toutes les personnes présentes. Enfin, c'est impressionnant de voir la diversité des personnes présentes. Et du coup, pour me présenter, je peux le faire comme tu as présenté Organisez-vous. Je ne suis pas une spécialiste des mouvements militants féministes et je ne suis même pas une militante féministe. Du coup, vous pourrez compléter pour les imprécisions pour toutes les personnes qui sont là et qui portent ce combat. Moi, ce que je suis, c'est que je suis une militante anti-nucléaire depuis 3 ans et depuis 2015, je suis une militante écologiste. Militante, c'est un grand mot et un gros mot que j'aime pas trop. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que depuis 2015, je me suis engagée dans des collectifs et des associations écologistes en organisant des événements, en organisant des conférences, en participant à l'organisation de manifs, en participant à des actions de désobéissance civile. Et plus concrètement, depuis quelques années, je prends part à un collectif qui maintenant s'appelle Radiaction, qui prend ses racines dans le soutien à la lutte anti-charbon en Allemagne, par le soutien donc, à une campagne qui s'appelle Ende Gelände. Et Radiaction, suite à ce soutien, c'est dédié à lutter contre le nucléaire en France. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, on pourra revenir là-dessus si vous voulez. Je tenais à dire aussi que mon engagement, il est clairement facilité par le fait que j'ai fait des grandes études et que j'ai une certaine facilité à me mouvoir dans ces mouvements. J'ai travaillé dans une organisation, dans une ONG, enfin dans une association, on va dire, dont le siège est à Paris. Donc j'ai un peu évolué dans ce milieu-là des ONG parisiennes. Je n'habite plus à Paris, je suis ravie de pouvoir le dire. Et donc Radiaction, qui est une organisation, enfin un collectif, on va dire, antinucléaire, qui a organisé jusqu'à présent des camps antinucléaires, qui a fait du lien avec d'autres organisations.
Et pour ce mouvement, j'ai fait un peu de porte-parole, d'organisation d'ateliers, enfin de tout un tas de choses, un peu des tâches qui incombent à tout ce qui est coordination finalement d'associations, de collectifs et de campagnes. Et donc en parallèle, ce pourquoi je suis là aussi, c'est parce que depuis quelques temps, très peu de temps, avec un groupe d'amis, on s'est nommé les Radieuses, on trouvait que ça sonnait bien, on anime une émission de radio donc sur Zoom Écologie, sur Fréquence Paris Pluriel, pour parler nucléaire et écologie, et pour recomplexifier un petit peu la lutte antinucléaire et la vision qu'on a du nucléaire aujourd'hui face au constat que de plus en plus dans les mouvements écolos, le fait d'être anti-nucléaire ne va plus de soi. Et donc ça me semblait intéressant de revenir là-dessus. Et donc j'ai coordonné une émission de radio sur les luttes anti-nucléaires et féministes. Voilà, en quelques mots. Alors, on t'entend plus, Chloé. C'est bon. Merci. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter pourquoi tu t'es intéressée au mouvement, ouais, à la fois les mouvements féministes dans les milieux nucléaires, mais aussi peut-être les mouvements de femmes. Je ne sais pas si c'est pareil. Voilà. Carrément. Si je m'y suis intéressée, je pense qu'il y a une raison très personnelle déjà et qui en fait est importante. Je pense qu'on ne peut pas vraiment faire l'impasse sur cette raison-là. En vrai, donc malgré tout le bagage assez solide que je porte avec moi, je pense que comme beaucoup de femmes, j'ai eu des énormes moments de crise de légitimité, notamment dans le milieu des ONG parisiennes, dans lesquelles, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de femmes à des postes de direction. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans les mouvements écologistes, même si c'est vraiment pas une généralité, mais où que ce soit les rôles de porte-parole ou les rôles de direction et de représentation étaient et sont toujours quand même assez peu assumés par des femmes. Et quand c'est des femmes en général avec à peu près le même genre de profil. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a amené à m'intéresser au féminisme en général. Et aussi parce que les valeurs que je trouve être les valeurs dominantes dans mon militantisme n'étaient pas forcément des valeurs avec lesquelles, qui sont les valeurs qu'on m'a apprises en tant que personne et donc en tant que personne qui n'est pas un homme. Je pense que je m'y suis intéressée aussi pour des raisons stratégiques et notamment, donc là plus spécifiquement à la question des luttes féministes et antinucléaires, suite à ma participation aux actions menées par les bombes atomiques, donc un collectif qui a organisé des événements en mixité choisie, c'est-à-dire sans hommes cisgenres contre le nucléaire. Et donc, en participant à ces actions, j'ai été très surprise de voir qu'il n'y avait aucune répression policière, alors que cet événement avait lieu très près de Bure, qui est une zone qui, depuis, on va dire, un peu moins d'une dizaine d'années, est très militarisée, donc avec une présence très importante de la police. Et donc, cet événement n'a pas eu ces conséquences-là. Et donc, ça m'a amené à réfléchir un petit peu à pourquoi, qu'est-ce qui a fait que cette présence policière n'est pas là, et qu'est-ce que ça apporte stratégiquement au-delà de ça, la mixité choisie. Et enfin, je pense que je m'y suis intéressée parce que, notamment dans ce genre de mouvement, mais aussi dans d'autres événements féministes, je me suis rendu compte qu'on n'incluait pas les mêmes genres de personnes. Et donc, on y reviendra, mais qu'il y avait, je trouve, beaucoup plus de rôles qui étaient valorisés et pas que les rôles de porte-parole, de représentation et de coordination qui sont pour moi trop souvent les rôles valorisés et que ça permettait en fait d'inclure et de valoriser d'autres manières d'être et d'autres manières de faire et que ça me semblait très intéressant pour juste inclure davantage de personnes, quoi. Voilà. Trop bien, merci. Est-ce que Plogov, Greenham Common, là tu parlais du collectif des bombes atomiques, est-ce que c'était tous des mouvements féministes? Eh ben, c'est une question complexe parce que, en fait, oui et non. C'est-à-dire que Greenham Commons, ça prend corps dans un contexte où, quand même, ce qu'on a appelé a posteriori l'écoféminisme grandit avec des actions de femmes pour la paix, notamment, comme Greenham Commons, mais aussi comme d'autres actions. Il y a eu en 80 le Women Pentagon Action, qui était une action de femmes pour la paix visant le Pentagone, et donc une action énorme, très créative, qui a posteriori a été nommée action écoféministe. Et Greenham Commons, c'est un peu ça, même si il y a énormément de femmes qui n'étaient pas politisées au sens féministe du terme, qui y ont participé, qui y ont pris part, et qui étaient des femmes juste, on va dire, révoltées par le fait que
elles sentaient qu'il y avait un problème avec le nucléaire au moment, donc dans le contexte de l'installation, enfin du projet d'installer des missiles Pershing à Greenham Common dans le contexte de la guerre froide. Donc elles sentaient, au plus profond d'elles-mêmes, elles ont énormément raconté, ça a été très bien documenté, qu'elles en faisaient des cauchemars et que ça leur semblait complètement aller à l'encontre de leur rôle de femme qui leur incombait, à savoir faire des enfants et les élever, et qu'elles avaient l'impression que ça mettait en danger tout ça. Donc ces femmes-là, qu'on pourrait dire femmes ordinaires, entre guillemets, et en tout cas pas féministes, se sont mobilisées au moment de Greenham Common. Mais ça a aussi rassemblé beaucoup de féministes. Et en ce qui concerne Plogoff, clairement non. Les femmes qui se sont mobilisées à Plogoff en tout cas, parce qu'ensuite il y a des femmes qui sont venues d'ailleurs, ces femmes-là étaient clairement des femmes qui luttaient contre un projet dans leur village et qui se revendiquaient clairement pas du féminisme. Après, ça, peut-être qu'on y reviendra, mais ça les a beaucoup sensibilisés à ces questions-là, d'une manière qui n'était pas la manière dominante dans les luttes féministes, puisque ce qui les a d'abord mobilisés, c'était aussi des enjeux de maternité qui étaient rejetés dans ce contexte de lutte féministe à dominance matérialiste, en tout cas en France, qui était énormément rejeté. Donc c'était un des arguments majeurs qu'elle mettait en avant. Ok, merci. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous dire comment est-ce que ces femmes elles se sont mobilisées dans ces luttes-là, les différentes formes que ça a pu prendre? Ouais, et n'hésite pas à me dire aussi si c'est pas, je sais pas jusqu'à quel point tu as envie que je sois très précise aussi, si c'est pas assez précis, ou même s'il y a des choses que vous comprenez pas ou qui vous semblent un peu floues, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat, et vraiment, parce que voilà, je me rends pas compte à quel point aussi tout ce que je peux dire et vous fait écho ou pas à des choses que vous connaissez, donc n'hésitez vraiment pas à le dire. Comme Chloé, c'est toujours un peu bizarre de parler à des personnes en ligne, donc n'hésitez pas. La manière dont elles se sont... Attends, pardon, du coup, c'était quoi la question? Dont elles se sont organisées, ou la manière dont... Ah oui, la forme que prenaient ces mouvements. Du coup, très concrètement, à Greenham Common, il faut s'imaginer que c'est initialement une trentaine de personnes qui, en fait, sont arrivées face à cette base aérienne qui allait accueillir des missiles, qui se sont enchaînées aux portes et qui ont dit on partira pas tant qu'on n'aura pas un débat télévisé avec le Premier ministre. Évidemment, le Premier ministre, il ne se sentait pas trop concerné par cette demande. Du coup, les femmes ont décidé de rester et ça a pris la forme d'un camp, comme on en voit maintenant pour les personnes qui côtoient un peu ce genre d'événements. Comme maintenant on voit ces camps écologistes, c'est-à-dire des camps qui rassemblent des personnes qui dorment sur place, qui s'organisent, qui se forment ensemble et qui vivent dans un lieu de lutte ou pas d'ailleurs. Et donc ça a pris la forme de ce camp-là, qui était à la fois un lieu de vie, un lieu d'organisation, un lieu de rencontre entre des personnes d'horizons diverses. Et ça a pris également la forme d'une multitude d'actions, on y reviendra, pour à la fois alerter l'opinion publique, à la fois s'opposer directement et avec leur corps à ce qui était en train d'avoir lieu sous les yeux de tout le monde. Et à la fois aussi un travail très important de relation avec la population. Donc que ce soit des conférences dans les villes, que ce soit des rencontres avec des gens de quartier, l'envoi de cartes postales. Enfin, il y a eu tout un travail pour essayer d'alerter massivement les personnes. À Plogoff, la forme qu'a pris ce mouvement, c'est donc là, en sachant qu'à Plogoff, c'est pas un mouvement de femmes, c'est un mouvement dans lequel des femmes ont participé. Ça a été un mouvement de blocage, mais pas que. Il y a eu énormément de choses en fait, que ce soit des manifestations, que ce soit des mobilisations avec des choses un peu fantaisistes, puis des barricades, puis le fait de bloquer l'arrivée des camions qui devaient porter l'enquête publique. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair. Et le harcèlement des policiers qui gardaient ces camions. Des comités de soutien aussi pour toutes les personnes qui petit à petit se faisaient réprimer par la police et qui pour certains ont eu des procès. Voilà, c'était assez varié dans tous les cas, mais dans les deux cas, il y avait la volonté de bloquer un endroit pour que quelque chose ne se construise pas et ne s'installe pas. Ok, merci. Et du coup, est-ce qu'on peut un petit peu approfondir donc, on parlait tout à l'heure de Greenham Common. Pourquoi est-ce que ces personnes ont fait le choix de s'organiser entre elles? Et aussi, du coup, si tu peux un petit peu expliquer comment elles fonctionnaient.
Et ben, du coup, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, en fait, le choix, il a pas, d'après ce que j'en sais, le choix, il n'a pas été pensé à la base, initialement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le plan de on va faire un camp énorme, quoi. C'est plutôt on va demander à ce qu'il y ait un débat télévisé et il se fait pas, bon, bah, on reste. Et petit à petit, en fait, il y a eu un effet boule de neige, mais qui, je pense, n'a pas du tout été prémédité. Et après, ça s'est un petit peu imposé comme l'envie de, on va dire, ce qui a motivé le fait de s'organiser que entre femmes, c'était un espèce de ras-le-bol de ok, en fait, ce qu'on nous renvoie, c'est on est des bonnes femmes au foyer, ce qui était le cas pour certaines. On n'a pas du tout notre mot à dire vis-à-vis de la politique, puisque c'est une affaire de personnes sérieuses, de politiciens, d'ingénieurs, etc., à savoir des hommes. Donc, ça devient de plus en plus urgent de créer d'autres opinions et de les créer entre personnes qui ne sont pas ces personnes qui nous disent qu'on n'a rien à dire et qu'on est des bonnes femmes hystériques, ce qui, a priori, ce qu'on leur a rétorqué assez rapidement. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de s'organiser en mixité choisie, en sachant que les hommes étaient, enfin, bien sûr, les hommes n'étaient pas chassés du camp à coups de balai, ils étaient bien sûr invités à venir assumer des tâches ménagères et à s'occuper des enfants sur le camp et à s'occuper de quelques tâches logistiques. Mais donc, en gros, c'est ça qui a motivé ça. Et petit à petit, en fait, elles se sont, dans la manière de s'organiser, elles se sont rendues compte que ça leur apportait, enfin, il y a vraiment des témoignages assez précis de personnes qui se rendent compte que ça leur apporte énormément de conscience sur ce qu'elles font, qu'en fait, elles sont capables de faire énormément de choses. Et il y avait vraiment une conscience de, ok, ça, en fait, ça nous donne du pouvoir, on se forme, on s'entraide, et ça nous amène énormément de choses. Et en sachant que l'organisation, en fait, elle a beaucoup contribué à ça, puisque ça a été un camp où l'idée, c'était que la vie soit possible. Petit à petit, ça s'est organisé en différents camps même. Alors, il y avait le camp des punks d'un côté, le camp ouvert à l'accueil des hommes de l'autre. Enfin, il y avait vraiment différents pôles. L'idée, c'était de manger, de dormir sur place, mais aussi de s'organiser. Et donc, il y avait une grande part qui était laissée à l'organisation démocratique, avec des assemblées, le fait de pouvoir participer, prendre des décisions ensemble, et une grande place laissée aussi à la spontanéité, avec la possibilité pour des personnes de s'organiser pour lancer quelque chose, une action ou quoi que ce soit. Après, ça, c'est moi ce que j'en sais. Je pense que évidemment, je pense que sur place, c'était beaucoup plus compliqué et qu'il y a sûrement, c'était pas idyllique, quoi, qu'il y a sûrement des personnes qui n'ont jamais pu s'exprimer dans ce camp. Je suis pas en train de dire que tout le monde pouvait s'exprimer, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'elles se sont organisées. Et avec aussi l'envie de s'adresser aux médias, et donc un vrai travail sur la parole, comment est-ce qu'on transmet notre parole, euh, et avec une conscience parce qu'évidemment c'était un peu bizarre ce camp, donc ça a attiré beaucoup de médias, et en fait au bout d'un moment et après quelques communications où en fait on les présentait comme des lesbiennes sales et je sais plus ce que c'était les termes, mais en gros de manière caricaturale, elles ont pris la décision de s'adresser qu'à des journalistes femmes. Et du coup, ça a eu aussi comme impact de renforcer la représentation des journalistes femmes, ce qui n'était pas gagné à cette époque-là. Voilà pour l'organisation. Je sais pas si c'est assez précis. Ouais, c'est très précis. C'est chouette, toutes ces anecdotes que tu racontes. Euh, et bah, du coup, moi, j'irais bien un petit peu sur la question des impacts. Donc là, tu parlais par exemple le fait de s'adresser aux journalistes femmes, etc., donc de leur donner plus de place. Est-ce que ces différentes pratiques, elles ont eu des impacts et à quel niveau? Bah, je pense que les impacts. Alors, déjà, la question des impacts, je pense que c'est une question très complexe et que c'est difficile de dire il y a eu ça et donc ça a eu ça comme impact. Par contre, ce que moi je trouve intéressant, c'est que il y a au moins eu un impact sur les personnes qui y ont participé. Donc là-dedans, je ne sais pas si ça a déjà été partagé, mais il y a un livre hyper intéressant qui s'appelle Des femmes contre des missiles, publié aux éditions Cambourakis, qui vraiment reprend énormément de témoignages et où on voit, on peut lire ces témoignages de femmes qui disent en allant là-bas, je me suis rendu compte de tout ce que je pouvais faire et en fait, c'est incroyable et ça a eu beaucoup d'impact sur le développement de ces femmes-là et sur leur politisation et leur conscience politique. Parce que c'est des femmes qui, en fait, pour certaines, vraiment, étaient juste entre guillemets, mais qui étaient femmes au foyer et qui, en fait, se rendaient compte qu'elles étaient totalement capables de monter des actions. Et des actions, il y en a eu beaucoup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais et des actions en plus de vraiment toutes sortes, c'est-à-dire qu'il y a eu des actions de désobéissance civile hyper créatives avec certaines qui sont assez incroyables, des personnes qui se sont introduites et qui ont dansé sur les silos qui devaient accueillir
les futurs missiles nucléaires, donc de nuit, des actions de personnes déguisées en nounours, enduites de miel pour pas que les policiers les attrapent, pour complètement mettre le bazar, littéralement, et aussi des actions assez dont on se souvient peu, qui ne sont pas forcément celles qu'on met le plus en valeur dans cette histoire-là, je trouve, mais qui ont été documentées par un documentaire vidéo, où on les voit juste en fait détruire les grilles qui entourent le centre en chantant. C'est très très beau. Il y a une présence policière assez importante, ils ne savent pas quoi faire. C'est très drôle à voir, c'est complètement surréel, je pense que ça ne peut plus exister aujourd'hui, ce genre de choses. Et du coup, l'impact, il y a cet impact, je pense, sur ces personnes-là. Il y a eu un impact clairement en termes de diffusion de ce mode d'action, à savoir un camp de lutte et d'organisation. Parce qu'en fait, c'est, d'après ce que j'ai trouvé comme information, c'est un des plus gros camps écologistes et des plus longs, puisqu'il a duré 20 ans, qui a existé. Et en fait, c'est un des premiers camps écologistes, enfin, c'est le premier camp écologiste de cette ampleur qui a existé, puisque c'était un camp anti-militaire, mais c'était aussi un camp écologiste. C'est vraiment les deux argumentaires qui sont mis en avant. Et après ce camp-là, il y a eu en fait une dizaine, même plus, de camps qui ont essaimé en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. Donc des camps antimilitaristes. Après, est-ce qu'ils étaient tous écologistes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, des camps antimilitaristes. Donc cette manière de lutter, en tout cas, elle s'est diffusée. Et après, c'est vrai que là, on parle que de Greenham, mais parce qu'il y a aussi l'impact l'impact personnel sur les femmes de Plogoff, il a également eu lieu. Il a également eu lieu parce que elles, par contre, c'est vraiment un autre type de profil. Mais c'est des femmes qui, après, se sont engagées dans ce que une chercheuse qui s'appelle Colline Guérin a appelé l'écologisme vernaculaire. Donc un espèce d'écologisme du quotidien. Elles se sont beaucoup engagées dans la création de coopératives alimentaires bio, ce qui était un peu les ancêtres des biocoop. Donc ça a eu un impact sur leur engagement, sur leur sensibilisation aux causes écologistes. Et après, est-ce que ça a eu un impact sur l'imaginaire des actions de désobéissance civile? Ça, je trouve ça très difficile à savoir, et franchement, je ne sais pas, très honnêtement. Par contre, très directement, ce que ça a eu comme impact, c'est que c'est clairement ces actions-là et ces événements-là qui ont été à l'origine de la création du mouvement des bombes atomiques, qui s'est créé suite à un séminaire sur les luttes antinucléaires et féministes. Donc c'est clairement dans la foulée de ce séminaire-là que ces personnes ont décidé de s'inspirer très largement de ces mobilisations pour mettre en place des actions en mixité choisie contre le nucléaire. Ça a un impact très concret. Ok, et merci. Et toi, en te plongeant dans ces luttes et aussi dans ton militantisme, etc., en quoi est-ce que ça t'a nourri? Que ce soit au niveau de tes réflexions, de tes pratiques, peut-être des stratégies mises en place, ou ouais, je sais pas. Ben, moi, comment ça m'a nourri déjà, ça m'a nourri intellectuellement, c'était hyper intéressant. Mais au-delà de ça, en fait, ça a un peu confirmé quelques intuitions, des intuitions sur l'utilisation de la mixité choisie. Après, enfin, je pense que c'est un outil qui peut aussi être très mal utilisé, mais en tout cas, dans les espaces où je l'ai vu utiliser, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant en termes du pouvoir que ça pouvait donner à certaines personnes qui ne s'identifiaient pas comme des hommes cisgenres. Donc là, je parle de mixité choisie sans hommes cisgenres. Et qui se retrouvaient en fait à prendre en charge tout un tas de responsabilités qu'elles n'auraient pas pris dans d'autres conditions. Ça, moi, j'ai trouvé très intéressant, et de voir que ça avait déjà été le cas. Enfin, c'était pas complètement une découverte, mais en tout cas, dans le milieu anti-nucléaire, je trouvais que c'était vraiment fascinant, parce que le nucléaire, c'est encore plus que l'écologie, et encore peut-être plus que d'autres sujets. C'est un sujet très, très technique, et dont l'histoire a contribué à faire un sujet très technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les débats sur le nucléaire, les manières d'aborder le nucléaire de manière plus sociale ou sociétale ont très peu de place et sont très peu valorisées. Et les argumentaires nucléaires et antinucléaires sont très majoritairement techniques, et c'est des questions où les femmes sont sous-représentées de manière générale. Donc ça, c'est un premier point.
un deuxième point, c'est que je trouve ça très intéressant de creuser l'impact sur les médias, mais aussi vis-à-vis des forces de l'ordre de ce genre d'action, dans la mesure où, alors je disais que en parlant de ces actions où les femmes de Greenham Common détruisaient les grilles des bases aériennes, qu'elles avaient eu très très peu de répression, c'est vrai et c'est assez incroyable. Je pense qu'à ce point, le jour où les bombes atomiques chercheront à peut-être malmener un peu les grilles de l'Andras, à mon avis, elles auront quand même une certaine forme de répression. Par contre, c'est une réalité que les camps des bombes atomiques ont complètement été épargnés par rapport à d'autres camps et d'autres manifestations. Et que les actions qu'elles ont faites ont eu très très peu de répression. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de voir que dans l'imaginaire collectif, des actions de femmes sont toujours moins pas valorisées, mais on va dire, font toujours moins peur, en tout cas aux forces de l'ordre, que un cortège de Black Bloc, on va dire, tout habillé en noir. Enfin, quand je dis des actions de femmes, là, c'est des actions de femmes avec beaucoup d'imagination et avec une logique très carnavalesque, ce qui était le cas des bombes atomiques et ce qui était aussi le cas des femmes de Greenham Common. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de creuser ça. Et après, de manière générale, moi, je trouve ça très intéressant de valoriser, enfin de faire un travail sur la valorisation des rôles. Et je pense que, pareil, ça confirme ces expériences-là, elles confirment complètement une intuition qui est que, par exemple, dans les luttes de femmes à Plogoff, les femmes étaient très présentes dans les comités de soutien. Elles étaient très présentes sur le terrain aussi. Et elles avaient beaucoup de rôles aussi de base arrière, on va dire, de reproduction de la lutte, mais pas que, parce qu'elles étaient aussi sur les barricades. Et en fait, ça, c'est énormément de rôles qu'on retrouve toujours dans les mouvements militants comme étant assez spontanément assignés à des femmes, ce qui en soi poserait pas problème s'ils n'étaient pas hyper dévalorisés. Et je sais que moi, ça m'inspire beaucoup dans mon militantisme et que c'est quelque chose qui est en tout cas à Radiaction sur lequel on met beaucoup d'attention, d'essayer que ces rôles-là ils bougent et qu'en tout cas ils soient tous valorisés et et on n'est pas les seuls à le faire d'ailleurs, mais que la cantine ce soit aussi important que les barricades, entre guillemets, pour le dire de manière hyper simplificatrice, quoi. Donc voilà, moi ça continue de m'inspirer et je continue de trouver ça hyper intéressant et important pour les mouvements sociaux en général. Trop bien, merci. Et pourquoi des actions carnavalesques? Tu fais un peu, aux bombes atomiques ou Alors, moi, j'étais pas dans la création de ça, et j'y ai participé, mais je sais pas, j'étais pas dans les petits papiers. Mais clairement, ce que je sais, c'est qu'à l'origine, il y avait l'envie de revigorer un petit peu l'imaginaire de l'antinucléaire et de dire que l'antinucléaire, ça peut être fun, très concrètement. C'est-à-dire, le nucléaire, c'est un sujet qui est hyper grave, qui peut faire très peur, qui est porteur de mort, de dévastation et de pollution sur des millénaires. Et en fait, de pouvoir se dire, ok, c'est pas parce qu'on lutte contre quelque chose d'horrible qu'on va forcément y aller avec énormément de gravité. Et c'est aussi, et il y avait vraiment l'envie de se dire, on va se faire plaisir, on va s'amuser, on va rencontrer des personnes avec qui on va passer des bons moments. Et c'est pas c'est pas parce que c'est un sujet sérieux qu'on est obligé de militer contre de manière hyper sérieuse. Et là-dessus, je pense que ça a clairement marché parce que ça a attiré beaucoup de monde et les bombes atomiques, elles ont ensuite essaimé dans toute la France. Donc, je pense que c'était un pari plutôt réussi. Trop bien, merci. Il est 19h50, je propose un petit peu de nous arrêter là pour les questions. Encore merci pour tout ce que tu as raconté, c'est trop intéressant et ça donne envie de se replonger, de se plonger dans toutes ces histoires. Du coup, je vous propose de prendre un temps pour... Ah, Manon qui écrit, j'ai oublié de dire que je fais aussi partie du collectif Collage Lesbien, en non-mixité lesbienne. Ah ben voilà. Je propose de prendre un petit temps si vous avez des questions, si ça fait écho à des choses, des commentaires. Voilà, l'espace est libre. Ah, oui, pardon, vas-y Manon, bien sûr. Ouais, du coup, c'était juste pour rebondir sur un des points sur les rapports avec la police, là. C'est vrai que c'est un truc qu'on observe, que la police souvent a moins peur des femmes, va pas les réprimer de la même manière et tout. Et en même temps, parfois, il y a aussi ce point de bascule, je pense. Enfin, je pense notamment à un cas particulier qui est
la marche de nuit qui avait eu lieu l'année dernière, le 7 mars, où en fait, c'est peut-être pas du coup le fait d'avoir peur des femmes ou quoi, mais le fait de voir qu'elles avaient repris la rue, qu'on s'opposait en fait à eux, qu'on n'avait pas peur d'eux justement, que ben en fait ça a au contraire créé une répression qui avait pas lieu d'être quoi, parce que du coup, par exemple un des slogans c'était la rue elle est à qui, elle est à nous et tout, du côté des femmes quoi. Et les flics en fait ont attaqué ensuite enfin genre certaines meufs vraiment se sont fait choper et ils étaient là, ils les tiraient et ils disaient alors elle est à qui maintenant la rue. Enfin en fait ça les a énervés justement de voir que les femmes s'organisaient en non-mixité du coup et qu'elles faisaient des trucs et qu'elles étaient puissantes et tout et du coup ben des fois, ça a l'effet de ah, c'est des femmes donc on va pas leur faire mal parce que c'est des fragiles et tout. Et des fois, quand justement il s'avère que c'est pas des fragiles, ben, ça les énerve de ouf et du coup, ça entraîne une répression spécifique, quoi. Merci Manon. Je sais pas si tu as envie de réagir, Camille. Non, 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 je suis complètement d'accord. Enfin, je trouve que aussi on le voit beaucoup sur les plateaux télé ou quand des femmes aussi disent qu'elles vont plus lire des auteurs. Enfin, on l'a pas mal vu récemment avec des bouquins, enfin de Pauline Armange ou de Coffin qui disaient bah non, on va plus lire d'ouvrages d'hommes. Elles se prennent énormément de réactions très très agressives et je trouve que effectivement, je suis complètement d'accord.